C'est le jour de la rentrée à Berkeley, la grande université californienne. Les étudiants se pressent pour le cours inaugural. Parmi la foule des élèves, un jeune homme roux attire tous les regards. Autour de lui, on chuchote « Tu as vu, c'est lui !» Et il est certain qu'on ne peut pas le confondre avec les autres. Michael Crooks a 15 ans. Plusieurs revues scientifiques lui ont consacré des articles. C'est un surdoué. Peut-être un génie. C'est d'ailleurs là tout son problème et toute son histoire. L'enfance de Michael Crooks a été une enfance à part. À l'âge de 2 ans, ses parents lui ont donné un petit alphabet avec un dessin d'animal illustrant chaque lettre. Un livre d'images pour les enfants ordinaires. Pas pour Michael. 2 jours plus tard, devant son père et sa mère éberlués, il récitait dans l'ordre la liste des lettres et des animaux. L'instant de surprise passé, ses parents comprennent que leur enfant est ce qu'on appelle un surdoué. Ce sont des gens modestes, le père est vendeur chez un concessionnaire automobile, la mère ne travaille pas. La découverte des dons de Michael bouleverse leur vie. Elle les remplit d'une fierté sans limite. Dès lors, ils ne songent qu'à une chose, pousser au maximum leur fils pour qu'il puisse aller plus loin encore. Et ils n'ont pas à forcer le petit Michael, au contraire, il en demande. Il a un appétit de savoir inimaginable. Tout de suite après l'alphabet, ses parents lui font lire des livres pour enfants, il en a vite assez, c'est trop facile pour lui. Alors, il le lance dans la littérature, de courtes histoires d'abord, puis des ouvrages de plus en plus gros. Madame Crooks, surtout, veille au progrès de son enfant. Quelle joie, quelle fierté, quel orgueil de pouvoir dire aux autres mères « Vous savez, Michael, qui a 3 ans, vient de terminer Autant n'emporte le vent. Non, non, pas en bande dessinée, pas dans une version condensée, le texte intégral. » À l'âge de 4 ans, Michael Crooks délaisse les romans qui ne l'intéressent plus pour les ouvrages techniques. De toute évidence, ce sera un scientifique. Madame Crooks est un peu déçue. Elle espérait un artiste. Elle aurait bien aimé un petit Mozart. Tant pis, ce sera un matheux. Ses parents lui achètent donc des ouvrages d'algèbre, de géométrie qu'il dévore avec une joie et une facilité déconcertantes. À 5 ans, Michael, passe un test d'intelligence avec la mention « génial ». À 10 ans, il écrit son premier ouvrage sur un problème de mathématiques et à partir de ce moment, il marque un intérêt tout particulier pour les ordinateurs. À l'école, il est en avance de 3 classes, et malgré tout, il est le premier. À 14 ans, il passe ce qui correspond chez nous au baccalauréat, et au mois d'octobre suivant, il entre à l'université de Berkeley. Il a juste 15 ans. Voilà résumé en quelques mots les premières années de Michael Crooks, une vie réglée, une progression constante, qui ressemble à un manuel de mathématiques bien fait. Mais ses débuts à l'université se passent bien. Michael Crooks s'est inscrit au cours d'informatique dans sa section d'une centaine d'élèves. C'est lui de loin bien sûr le plus brillant. Ses professeurs n'en reviennent pas. Des spécialistes viennent l'étudier, ils sont formels. Michael Crooks est plus qu'un surdoué. Chez les surdoués, en effet, le développement de l'intelligence se fait en avance, mais s'arrête une fois atteint un niveau légèrement supérieur à la moyenne. Michael, au contraire, tous les tests le prouvent, possède d'ores et déjà une intelligence exceptionnelle et ne s'arrêtera pas là. C'est un futur génie. Comme les étudiants américains, Michael vit à l'université même. Il ne rentre chez ses parents que pour les week-ends. L'année scolaire s'écoule. Nous sommes au mois de mars 1989. Et c'est alors qu'éclate une nouvelle qui ne va pas tarder à faire du bruit. Michael Crooks a disparu. Le 19 mars 1989, son professeur d'informatique téléphone chez les Crooks. « Allô, Madame Crooks ? Michael n'est pas venu au cours depuis 3 jours. Je suis venu prendre des nouvelles. J'espère qu'il n'est pas gravement malade. » Au bout du fil, Madame Crooks manque de se trouver mal. « Mais Michael nous a quittés lundi pour se rendre à l'université. Il allait très bien. » 1 heure plus tard, l'officier de police Parker, à qui la disparition a été signalée, se présente chez le couple. Il se veut rassurant. « Oh, écoutez, il doit s'agir d'une fugue. Il aura rencontré une fille. Ce ne serait pas la première fois. » Mais les parents de Michael secouent la tête. Madame Crooks affirme entre 2 sanglots, c'est absurde. Michael ne s'intéresse pas aux filles. Non, on l'a enlevé. Je vous assure qu'on l'a enlevé. Le lieutenant Parker n'insiste pas. Il prend congé des Crooks
et mène son enquête selon les méthodes traditionnelles. Dans l'hypothèse d'une fugue amoureuse, il fait rechercher un jeune homme roux de petite taille, en compagnie d'une fille de son âge. Pensant également à une drogue partie qui aurait mal tourné, il surveille les milieux traditionnels de toxicomanes. Une semaine passe, et tous ses efforts ne donnent rien. Quand il revoit les Crooks, le lieutenant est beaucoup moins sûr de lui. Il prête une oreille plus attentive à leurs affirmations. « Nous vous le disons depuis le début, lieutenant, c'est un enlèvement. Mais enfin, vous n'avez reçu aucune demande de rançon. Et puis d'ailleurs, vous n'êtes pas riche. Mais nous ne recevrons jamais de demande de rançon. Ce n'est pas pour de l'argent qu'on a enlevé Michael. Ce n'est pas pour nous le rendre un jour, c'est pour le garder. » « Comment ça, le garder ? Mais enfin, vous ne comprenez pas que Michael est un génie, peut-être le plus grand qu'ait connu les États-Unis depuis Einstein. Alors, c'est du côté d'une puissance étrangère qu'il faut chercher. » Le lieutenant Parker, abasourdi, décide d'en référer à ses supérieurs qui prennent la chose très au sérieux et mettent à sa disposition des moyens importants. Cette fois, ce sont des dizaines de policiers qui parcourent la région de San Francisco à la recherche du jeune Michael. D'autant que la presse commence à s'intéresser à l'affaire. Les jours passent, et les titres se succèdent plus sensationnels les uns que les autres. Le futur cerveau numéro 1 des États-Unis enlevé, le jeune Einstein kidnappé. Un hebdomadaire, à sensation bien sûr, suggère même que Michael était un extraterrestre que ses congénères sont venus reprendre à bord d'une soucoupe. La vérité va éclater le 16 avril 1989, 28 jours après la disparition du jeune étudiant. Le lieutenant Parker appelle ses parents. Michael vient d'être retrouvé à la Nouvelle-Orléans. Et les ravisseurs ? Il n'y a pas de ravisseurs. Quand on l'a retrouvé, il était seul. Malheureusement, son état n'est pas brillant. Il a fait une tentative de suicide au barbiturique. Et il est toujours dans le coma. Mais pourquoi ? Pour l'instant, on ne sait pas. Pourquoi ? C'est la première question que M. et Mme Crooks posent à leur fils 3 jours plus tard à l'hôpital de la Nouvelle-Orléans où il est soigné. Mais enfin, pourquoi as-tu fait cela ? Michael ne répond rien. Il n'a pas prononcé un mot depuis qu'il est sorti de l'inconscience. Son mince visage est tout pâle sur son oreiller. Il a les yeux lointains, comme s'il ressentait une douleur qu'il ne voulait pas exprimer. La police, de son côté, a pu reconstituer son emploi du temps durant sa disparition. Il a gagné la Nouvelle-Orléans en autostop. Pendant près d'1 mois, il a vécu dans le quartier du port avec une bande de clochards, échappant miraculeusement à toutes les recherches. Mais sur les mobiles de son acte, il n'y a pas un commencement de réponse. Michael Crooks retourne chez lui à San Francisco. Il s'enferme dans sa chambre et ne veut plus en sortir. Ses parents sont atterrés. Les autorités universitaires aussi. Pour elles, la santé morale de leur plus brillant sujet est une préoccupation majeure. Aussi, les responsables décident-ils de faire appel à un psychologue en renom. Michael se laisse difficilement convaincre de lui rendre visite. L'entrevue a lieu dans le bureau du professeur. Il a une 50aine d'années, les cheveux gris, un sourire bienveillant, et il prie Michael de s'asseoir. « Alors, tu as fait une grosse bêtise ?»« Après tout, c'est de ton âge. »« De mon âge ? Bien sûr. T'as 15 ans, non ? Ce que tu sais faire avec ton intelligence, je m'en fiche. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en toi. Tes problèmes personnels. » Michael regarde intensément son interlocuteur. « Vous êtes le premier qui me dit ça. Tous les autres me parlent comme un homme, quand ce n'est pas un monstre. Mais ne t'occupe pas des autres, raconte. » Michael Crooks hésite un instant et soudain, pour la première fois, il raconte sa vie, sa vraie vie, vue de l'intérieur, qui n'est rien d'autre que l'histoire d'une solitude. Jamais il n'a pu jouer avec ses camarades. Leur jeu n'était pas de son âge. Ils n'avaient pas les mêmes préoccupations. Le seul domaine où ils étaient à peu près à égalité, c'était les sujets du programme. Mais là, il les dépassait, bien sûr. Michael leur donnait des complexes. Il le jalousait, il le détestait. À 10 ans, Michael se trouvait au milieu de garçons et de filles qui découvraient les premiers émois amoureux. Que pouvaient-ils se dire, eux et lui ? Quand Michael eut 13 ans à son tour, il aurait bien aimé lui aussi avoir une aventure avec une fille de son âge. Mais il n'a pas pu ou pas su. Il avait l'impression qu'il faisait peur avec son esprit. Et puis il y avait ses parents. Pour eux, il a toujours été un objet de fierté, pas d'amour. Et c'était le défilé des amis, des voisins, des relations que son père et sa mère invitaient pour le montrer comme un animal de cirque.
C'était leur incommensurable vanité d'avoir engendré l'enfant le plus intelligent des États-Unis. Alors il n'a pas pu. Il a tout fui, ses parents, son université, il s'est caché. Mais ce n'était pas suffisant. Il a voulu fuir la vie elle-même. D'où son geste désespéré. Michael a terminé son récit, il s'arrête épuisé, mais heureux d'avoir enfin parlé. Le psychologue se lève et lui donne une tape amicale sur l'épaule. « Bien, mon garçon. Maintenant, veux-tu me faire confiance ?» Michael répond avec élan « Oui. » Eh bien, tu vas habiter seul et arrêter tes études. Il faut que tu attendes 3-4 ans. Le temps que tu deviennes justement un adulte. Alors tu pourras revenir avec les autres et mener une vie normale. Michael Crooks a suivi le conseil du psychologue. Il est rentré dans l'anonymat et on n'a plus parlé de lui pendant 10 mois. Le 9 février 1990, on a retrouvé son corps dans une forêt, non loin de San Francisco. Il s'était tiré une balle dans la tempe. Sa tête avait littéralement éclaté, comme s'il avait voulu anéantir la partie de lui-même qui était responsable de tout. Malgré les conseils du psychologue, il n'avait pas pu tenir le coup. Il n'avait pas pu résister à sa solitude. Et jusqu'au bout, Michael Crooks aura été en avance sur les autres. Le soleil se lève dans la rue d'un village de Calabre. Il éclaire 2 revolvers. L'un est à contre-jour, l'autre pas. Demetrio revient du service militaire. Grande fête de famille à Reggio di Calabre, banquet et retrouvailles. Ah, il est beau, Demetrio, il a 23 ans, le cheveu encore un peu ras, mais il a forci, il a pris des épaules et un petit air de chef avec sa moustache. Un gros air de macho en même temps. Angelica, sa fiancée d'avant le service, ne le reconnaît plus. Tu m'aimes? On verra ça plus tard. Comment ça plus tard? On est fiancés depuis 6 ans maintenant. Oui, ben justement. On s'est fiancés trop jeune. Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Ah, dis-le. Tu veux que je le dise? Ah, dis-le si tu as le courage. Dis-le si tu es un homme. Oh là, on ne suspecte pas une seconde la virilité de Demetrio. Il est un homme calabrais, ce qui double dans son idée la qualité de cette virilité. Eh ben bon, je ne t'aime plus, voilà. Je ne t'aime plus parce que je ne t'aime plus, t'es trop vieille pour moi. Mais on a le même âge. Eh bien justement, t'es trop vieille. Et puis j'en ai marre de toi, de tes lettres, de tes récriminations, de ta famille, de ton mariage. Je ne veux plus me marier. Angelica Pascolo va raconter ses malheurs à sa mère, en pleurant toutes les larmes de son corps. Car il faut comprendre une chose importante dans le système social calabrais. Nous sommes en plein mois de juillet 1970. Ce n'est pas le Moyen-Âge, mais Angelica, abandonnée après 6 ans de fiançailles, est en grand danger. Celui de ne plus trouver d'homme dans son village pour l'épouser. Sa pureté est mise en doute. Un engagement est un engagement. Conseil de famille, chez Pascolo, où l'on est tailleur de père en fils et couturière de mère en fille. Le père, les frères, les oncles, les cousins d'Angelica. Affaire d'honneur qui concerne une femme, mais se discute entre hommes. Les frères et les cousins sont d'avis d'aller tirer les moustaches de Demetrio pour lui apprendre à tenir un engagement d'honneur. Il doit épouser Angelica, de force s'il le faut, c'est lui qui a rompu, pas elle. Le père et les oncles se montrent plus prudents. Ce Demetrio appartient à la famille des Malovio. Et les Malovio sont alliés à une autre famille beaucoup plus importante. En résumé, le père d'Angelica décide, on ne peut pas bouger, c'est trop dangereux. Mafia, eh oui, mafia calabraise, pas n'importe laquelle. De celle qui écume le pays, prend les paris, domine le marché agricole, contrôle les pêcheurs, les camionneurs, active la contrebande, bref. S'attaquer à Demetrio, c'est s'attaquer à une pyramide. Les hommes convoquent Angelica. Trouve-toi un autre fiancé, on laisse tomber. Vous n'êtes que des lâches.
C'est une honte. Pendant 6 ans, j'ai porté sa bague. Je n'ai pas regardé un autre garçon. Je n'ai dansé avec personne. J'ai attendu qu'il ait fini son service. J'ai écrit des centaines de lettres à la caserne. Je suis allé l'accueillir avec une robe neuve. J'ai payé un coiffeur. Et tout ça pourquoi? On ne va pas se faire tuer pour une robe neuve, Angelica. La mafia, c'est un gros morceau. Mais vous le saviez déjà qu'il appartenait à la famille. Quand j'avais 16 ans, tout le monde a dit qu'il était un bon parti. C'est le bon parti qui décide. Si on envoie ton frère aîné lui flanquer une raclée, il en viendra 2 de chez lui pour tuer un de tes frères. Alors arrête de pleurer et trouve-en un autre. Mais je l'aime. Ah, ça par contre, c'est le dernier des soucis des mâles de la famille. Quand Angelica parle de rupture de fiançailles, d'engagement non respecté, d'honneur, c'est normal. Et si Démétrio n'était pas allié à la mafia, il épouserait Angelica, qu'il en ait envie ou pas. Mais l'amour... Seule une mère peut comprendre l'amour. Francesca Pascolo, 58 ans, mère de 6 enfants, dont Angelica, prend le mort aux dents. Eh bien, si vous avez peur de lui parler, c'est moi qui vais le faire. Maman. Mais qu'est-ce que tu espères? Il va te jeter dehors. C'est ce qu'on verra. Et Mama Francesca, en robe noire et fichu noir sur la tête, le chapelet dans son sac, s'en va d'abord prier à l'église du village, se confesser au curé. On n'est jamais trop prudent, et la vie du Seigneur en vaut bien un autre. Monsieur le curé, chargé de la transmission, se montre également prudent. Francesca, je te connais depuis l'école communale, tu as le sang chaud, le caractère pas du bonnet. Ne tente pas le diable. Alors vous aussi. Mais vous êtes tous pareils, vous les hommes, curés ou pas. Dès qu'on prononce le mot mafia, vous tremblez dans vos culottes. La petite Angelica aime ce garçon. Il s'est engagé devant Dieu à l'épouser. Et tout le monde s'en fiche. Francesca, on ne peut pas obliger un garçon à aimer s'il n'aime plus. Les fiançailles, c'est fait pour ça aussi. 6 ans. 6 ans de réflexion. Hein? 6 ans qu'il a eu ce maudit. On ne rompt pas un contrat au bout de 6 ans. Écoute, prie, calme-toi. Demande au Seigneur de guider ton âme. Mama Francesca est déjà partie. Ces hommes sont très forts pour rouler des mécaniques, tortiller leurs moustaches, mais le sens de l'honneur, c'est autre chose. Mama Francesca va cogner à la porte des Malovio. « Je veux voir Démétrio. » La maman de Démétrio se renseigne. « Qu'est-ce qu'il a fait, mon Démétrio? Qu'est-ce que tu lui veux? » Qu'il épouse Angelica. Mais il va l'épouser. Ah, que tu crois? Monsieur n'en veut plus. Monsieur a décidé qu'il l'a laissé tomber comme une cruche fêlée. Il n'en veut plus de mon Angelica, la plus sainte, la plus pure des filles du village, celle qu'il attend depuis toujours. Maman Malovio hurle dans la maison. « Démétrio, viens voir ta mère. Viens ici tout de suite, espèce de sauvage. » Arrive Démétrio, les mains dans les poches de son jean, la chemise ouverte sur une poitrine velue et avantageuse, le regard méprisant. « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le temps de discuter avec les femmes. Ne parle pas à ta mère sur ce ton, si tu veux. Tu devais épouser Angelica. Sa mère est ici pour que tu renouvelles ta promesse, et en vitesse. J'ai déjà dit non. Et fous-moi la paix. » Maman Pascolo laisse sa congénère s'expliquer avec son rejeton. Entre mères, ce sont des choses qui se font. Mais devant l'insolence du gandin, Mama Francesca se fâche tout rouge. Non seulement tu te moques de ma fille, mais tu te moques de ta mère. Je vais t'apprendre la correction, moi, salopard. Tu vas épouser ma fille ou je te tue. Non mais ça va pas. Hein? Tu veux me tuer, moi? Ils sont où les hommes de ta famille, hein? Pour qui tu te prends? Pour Francesca Pascolo. Et j'ai pas besoin des hommes de ma famille pour corriger un gamin de ton espèce. Tu l'épouses, oui ou non? Non. Parfait. Je te provoque en duel. Mais elle est folle. Maman, elle est folle. Je ne peux pas me battre en duel avec une femme. Et pourquoi ça? Un duel est un duel. C'est une question d'honneur. Si tu refuses, tu passeras pour un lâche. Qu'elle envoie un homme de sa famille, mais pas elle. Conciliabule entre les deux mamas. Mama Malovio se renseigne à son tour.
Francesca, et ton mari, et tes frères, et tes fils. Carmela, tu les connais. La famille de ton mari a de l'influence, il refuse de discuter, même avec ton galopin de fils. Il ne reste que moi. Ma pauvre. Peux-tu faire entendre raison à ton fils? Tu vois bien que non. Cette tête de mule se prend pour le séducteur du siècle. Monsieur prend des poses devant les filles, comme au cinéma. Alors tu vois bien. Francesca, si tu me le tues, si tu me tues mon fils, je te tue. Qu'il accepte le duel d'abord, c'est une question d'honneur. S'il refuse, tout le village saura qu'il a fui devant une femme. Se lâche. Démétrio, c'est ta mère qui te le demande à présent. Ta réponse. Veux-tu épouser Angelica ou te battre en duel? Non mais vous me faites rigoler. Mais elle sait même pas tenir un revolver. Et alors? C'est ça qui te fait peur? Bien entendu, depuis que cette conversation dure sur le pas de la porte, un certain nombre de curieux, toujours fort attentifs en Calabre aux questions d'honneur, se sont rassemblés afin de donner leur avis. Et Démétrio n'a plus les rieurs et les machos de son côté. On le provoque, et ce « on » est une femme. Il doit répondre. Le duel est décidé. Revolver de rigueur. Le lendemain matin, au lever du soleil, dans la grande rue du village, les spectateurs attendent les duellistes. Je vous rappelle que nous sommes en juillet 1970. Et j'imagine que vous vous dites, comme d'habitude, mais que fait la police? Un duel en pleine rue au revolver, tout le village au courant, et personne ne tente d'empêcher ça. Personne. Et nous ignorons ce que fait la police. Par contre, le soleil, lui, il est au rendez-vous. Il se lève, normalement, éclairant d'un rayon implacable la grande rue du village, comme un projecteur de western. Mama Francesca se présente la première, tout de noir vêtu, son chapelet d'une main, le revolver de l'autre. Les hommes de sa famille, planqués derrière les volets clos, honteux et complètement lâches, ne veulent même pas se montrer. Mama Francesca attend. Démétrio n'arrive pas. La foule devient houleuse. C'est un autre homme qui se présente et salue les spectateurs. Il se nomme Domenico. Il est le chef de la famille des Démétrio. Quelle famille? Ah, vous savez bien. En tant que chef, c'est moi qui prends sa place. Démétrio refuse de tirer sur une femme, pas moi. Bravo. Ah, belle mentalité de chef, en effet. La foule attend. Les duellistes se mettent en place. Mama Francesca lève son revolver. Le chef Domenico lève le sien. Il s'observe. Ne me demandez pas maintenant qui a le soleil dans l'œil, car c'est l'instant crucial en effet. Le soleil va faire perdre ou gagner. L'arbitre donne le signal. Les coups de feu partent. Et les deux duellistes s'effondrent. Le chef Domenico est blessé à la cuisse. Mama Francesca, en plein ventre. Le chef Domenico s'en remettra. Mama Francesca, pour avoir voulu sauver l'honneur de sa fille, va mourir. Mais c'est avant de mourir qu'elle a dit « Le soleil, c'est la faute du soleil. Je l'ai visé au bas-ventre, ce salopard. C'est le soleil qui m'a fait cligner de l'œil. Messieurs les hommes des familles de Calabre, rien dans cette histoire n'est à votre honneur. Vous aviez mis le soleil de votre côté. C'est d'une lâcheté. On ignore bien sûr toujours ce qu'a fait la police. Teresa Ramirez habite Valdigno, un village isolé dans la montagne à quelques kilomètres de Veracruz, au Mexique. Teresa Ramirez a 42 ans et un physique insignifiant à part un signe particulier. La nature l'a affublée d'un grand nez crochu. C'est sans doute pourquoi les villageois l'ont baptisée, sans grande imagination et sans gentillesse bien sûr, la sorcière. La sorcière est mère de famille,
Elle a épousé à 18 ans un charpentier bossu qui lui a donné 3 enfants. Elle, de son côté, travaille dur à la briqueterie du village, 6 jours sur 7, sauf le lundi, jour de fermeture. C'est au début de mars 1985 que Teresa Ramirez déclare à son mari « Je vais ramasser du bois dans la forêt, j'irai le vendre à Veracruz, ça nous fera toujours quelque chose pour améliorer l'ordinaire. » C'est un lundi, bien sûr, son jour de congé. En la voyant monter sur son vélo et partir pour Veracruz, nez crochu en avant, les habitants de Valdigno font leur réflexion habituelle. La sorcière va à la ville maintenant. Sa bicyclette, elle monte dessus comme si c'était un balai. Et le plus extraordinaire, c'est que les villageois ne se trompent pas. Teresa Ramirez va effectivement devenir une sorcière. La sorcière du lundi, comme on l'appellera par la suite. À Veracruz, le lundi est traditionnellement le jour des affaires. Les cultivateurs et les éleveurs des campagnes avoisinantes s'y retrouvent pour négocier leur production. Ils se donnent rendez-vous dans les cafés du centre de la ville. C'est là que s'arrête Teresa Ramirez. La salle est presque uniquement composée d'hommes qui discutent avec des éclats de voix sonores. Teresa avise un sexagénaire, pansu et sanguin, en tête-à-tête avec une bouteille de vin et un plat de haricots. Ouais, il fera l'affaire. Elle s'attable à côté et pousse un gros soupir. Le sexagénaire lève le regard vers elle, la détaille. Il n'a pas l'air d'être rebuté par son physique peu avenant et sa mise négligée. Il lui sourit. « Ça n'a pas l'air de trop aller, ma petite dame. Ah, c'est que la vie est bien dure pour une veuve avec 3 enfants. C'est pas tant les soucis d'argent, ça, tout le monde en a. C'est surtout le réconfort qui manque. » Le sexagénaire l'invite à sa table, et entre ce couple d'un genre peu commun, mais assorti malgré tout, l'aventure galante se produit dans une chambre d'hôtel. Seulement, elle ne se termine pas tout à fait comme l'homme l'avait imaginé. Le matin, lorsqu'il se réveille, le lit est vide. Saisi d'une brusque appréhension, il se précipite vers sa veste, tâte les poches, et là, c'est ce qu'il craignait, son portefeuille a disparu, et avec lui, les 70 000 pesos qu'il contenait. Furieux et blessé dans son amour-propre, le cultivateur se rend au commissariat. Il porte plainte et se jure bien de revenir sur les lieux pour retrouver sa voleuse. À Valdigno, le mari de Teresa Ramirez ne lui pose pas de questions quand il la voit revenir avec 70 000 pesos. On ne pose pas de questions à une femme qui vous apporte 70 000 pesos. Elle aura fait de bonnes affaires en vendant à la ville le bois qu'elle avait ramassé. 3 semaines ont passé, et Teresa Ramirez enfourche de nouveau son vélo. Les pesos sont dépensés. Il est temps de renouveler les fonds. À défaut d'imagination, Teresa ne manque pas d'obstination. Elle va employer exactement le même procédé que la première fois. Comme 3 semaines auparavant, elle gare son vélo sur la place centrale de Veracruz et elle se dirige vers les cafés où les paysans de la région traitent leurs affaires. Mais elle n'a pas le temps d'entrer. Dans son dos, elle entend une voix. « Voleuse !» Eh oui, c'est lui, c'est son client. Elle s'attend au pire. Mais il ne se montre pas violent. Il lui dit, tout en la maintenant fermement par le bras, « Écoute, je veux pas te dénoncer la police. Rends-moi mon argent et je te laisserai tranquille. » Teresa Ramirez, l'instant de surprise passé, se reprend. Elle secoue la tête. Son nez crochu fend l'air plusieurs fois. « J'ai pas l'argent ici. Je l'ai laissé chez moi, à Valdigno. » « Alors viens, j'ai ma voiture, on y va tout de suite. » Teresa ne réplique pas, son plan est arrêté. Elle monte sans résistance dans la Ford noire du cultivateur. Un couple d'amoureux qui est allé faire des fredaines. C'est ce que pense un garde forestier en voyant 2 jours plus tard une Ford noire arrêtée en plein bois non loin d'un lac. Pris tout de même d'une vague inquiétude, il s'approche, et alors là il court donner l'alerte à toutes jambes. Le cadavre d'un homme flotte, la tête tournée vers le ciel, les yeux grands ouverts. Peu après, le commissaire Castillo arrête sa voiture à côté de la Ford. Ce meurtre, pour lequel il a été appelé, puisqu'il dépend de son secteur, n'a a priori rien de particulier. Il s'approche du cadavre, qui a été entre-temps retiré de l'eau, et là il a un mouvement de surprise. Il reconnaît cet homme.
un cultivateur Rubicon venu porter plainte il y a 3 semaines environ pour vol par une prostituée. Seulement maintenant, il n'est plus Rubicon du tout, il est livide. Il a dû être assommé par un gourdin ou une grosse branche. Rentré à Veracruz, le commissaire Castillo se fait apporter la plainte en question. Elle est signée d'Ernesto Diaz, 64 ans, cultivateur. Mais les renseignements sont maigres. L'homme a seulement inscrit « Voler un portefeuille de cuir marron contenant 70 000 pesos », c'est tout. Pas de description de la voleuse, rien sur les circonstances du délit. Sur le moment, le commissaire est dépité, mais il se ressaisit vite. Il va interroger toutes les prostituées de la ville. Ce ne sera pas trop long. Veracruz n'est pas Mexico. Les filles légères n'excèdent pas la centaine et sont toutes bien connues. Malgré l'absence de signalement, l'enquête doit aboutir. Pourtant, elle n'aboutit pas. Des prostituées, le commissaire envoie défiler dans son bureau, des brunes, des blondes, des rousses. Et elles lui disent toutes la même chose, elles ne savent rien. Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'on ne sent chez aucune d'elles la réticence, la peur qu'on observe quand elles se taisent pour respecter la loi du silence. On a la déroutante impression qu'elles ne savent effectivement rien. Les jours passent et le commissaire Castillo s'obstine. Quelle autre piste pourrait-il suivre? Il cherche une jeune femme, vivant de ses charmes, qui aurait assassiné seule ou avec la complicité de son protecteur, le sexagénaire devenu trop dangereux. Peut-il se douter que pendant ce temps, la vraie coupable se promène en toute tranquillité? Que c'est une petite femme insignifiante au nez crochu, qui est le souffre-douleur de son village? C'est celle-ci qui va involontairement lui venir en aide. Et oui, si elle se tenait tranquille, son crime resterait sans doute à jamais impuni. Seulement, elle va faire preuve d'imprudence, pour ne pas dire de folie. Là-bas, à Valdigno, Teresa Ramirez n'a pas perdu un détail de l'enquête. Elle a retenu une chose. Ce n'est pas une femme de son genre qu'on recherche. Et elle en a tiré une conclusion. Je suis insoupçonnable. Aussi, le dernier lundi de mai, 2 mois après l'assassinat d'Ernesto Diaz, Teresa enfourche son vélo et retourne à Veracruz. Et comme la première fois, elle fait le tour des cafés où les cultivateurs traitent leurs affaires et finit par fixer son choix sur un paysan seul à une table. D'ailleurs, il est à peu près du même âge que sa première conquête. La seule différence, il est aussi maigre que le précédent était repelé. Elle s'installe non loin de lui, et aussi surprenant que cela puisse paraître, cela marche de nouveau. Le cultivateur engage le dialogue, elle débite son petit couplet, veuve, 3 enfants, besoin de réconfort. À la fin du repas, ils sortent bras dessus, bras dessous. Seulement cette fois, il y a un changement de programme. Teresa n'attend pas le soir. Pourquoi perdre du temps? Elle s'adresse à son nouveau compagnon. « T'as une voiture ?»« Bien sûr. Tu veux que nous fassions un tour ?»« Ouais. Sur la route entre Veracruz et Valdigno, elle est jolie. Les bois sont agréables. » C'est le lendemain que le commissaire Castillo est prévenu qu'on vient de retrouver le cadavre d'un homme d'une 60aine d'années dans un lac aux environs de Veracruz. En se rendant sur les lieux, le commissaire a du mal à se maîtriser. L'assassin est d'une audace folle. Il lui lance un véritable défi. Le corps du sexagénaire est exactement au même endroit que celui d'Ernesto Diaz 2 mois plus tôt. Le vol est sans conteste le mobile du crime. L'homme venait de réaliser une transaction importante et il n'a plus un sou sur lui. Même son alliance lui a été retirée. Alors recommencent les mêmes inutiles recherches. C'est la ronde des prostituées dans le bureau du commissaire Castillo. Celui-ci sent bien que les filles ne souhaitent que parler. Elles sont les premières victimes de ces meurtres et des soupçons qui pèsent sur elles. Si elles savaient quelque chose, elles le diraient, mais elles n'ont rien à dire. Ah si. L'une des dernières lui fait une étrange déclaration. J'ai vu une femme rôder autour des cafés du centre. C'était pas une d'entre nous. Ça devait être une paysanne, pas jeune. Elle était habillée de noir, comme à la campagne. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle avait un nez crochu. Le commissaire Castillo enregistre l'information sans plus. Mais comme les semaines passent, et que c'est le seul élément qu'il ait recueilli, il se décide à agir. Il place plusieurs de ses hommes sur les lieux avec la description sommaire de la suspecte. Et il attend. Il attend exactement 1 mois. Le 1er lundi de juillet 1985, l'un de ses policiers fait irruption dans son bureau, poussant devant lui une paysanne sans âge, vêtue de noir, au nez crochu. « Je l'ai trouvée en train de rôder près d'un café, commissaire.
Et comme elle correspondait au signalement, je me suis dit, en entendant comme elle correspondait au signalement, Teresa Ramirez a pâli. La police sait donc que c'est elle. Elle n'est plus à la recherche d'une prostituée de Veracruz. Du coup, sa belle certitude, sa belle confiance s'écroule. Le commissaire Castillo a perçu immédiatement son trouble. Il contemple médusé la paysanne en noir au nez de sorcière. C'est l'assassin le plus extraordinaire qu'il ait rencontré dans sa carrière, et sans doute un des plus extraordinaires de toutes les annales criminelles. Nous savons tout. Avouez, ça vaudra mieux. Et Teresa Ramirez avoue. Elle avoue comment elle a tué les 2 cultivateurs. Ils l'ont suivi tous les 2 sans méfiance. En chemin, elle a ramassé une grosse branche et les a frappés par derrière. Ensuite, elle n'a eu qu'à traîner leur corps dans le lac. À son procès, en janvier 87, Teresa Ramirez est revenue sur ses aveux. Devant les juges et les jurés, elle a protesté de son innocence. Ils ont essayé de me violer. Je n'ai fait que me défendre. J'étais en état de légitime défense. Ah, s'il n'y avait que ces 2 morts-là, je serais sûr d'aller tout droit au paradis. Mais les efforts de la sorcière du lundi ont été vains. Les 2 crimes crapuleux étaient évidents. Avant qu'elle n'aille au paradis ou en enfer, les jurés ont décidé de lui infliger un purgatoire terrestre. 30 ans de prison. Amedeo Bozzi va sur ses 60 ans. Et en cette année 1990, il vient de prendre une décision importante, il va partir à la retraite. Il exploite un assez vaste domaine consacré à la polyculture à Villafranca, près de Vérone, en Italie. Sa santé n'est pas bonne, la profession est de plus en plus difficile et il a décidé de tout vendre pour s'installer dans une mignonne demeure des environs. Malgré ses revenus aisés, Amedeo Bozzi ne s'est jamais marié. Il suffit de le regarder pour deviner la raison. Il est tout petit, avec des jambes minuscules. Sa tête, par comparaison, semble énorme. On ne sait pas ce qui lui a pris de se laisser pousser une paire de moustaches noires tombantes. On ne voit plus qu'elle dans sa personne. Alors qu'il pourrait être simplement disgracieux, ses moustaches le rendent franchement ridicule. Mais Amedeo Bozzi n'en a jamais pris conscience, car sur le plan du caractère, ce qui le distingue est une étonnante, une incroyable naïveté. Il est difficile d'être plus crédule que lui. Il est en particulier incapable d'imaginer la méchanceté des autres. Aussi, dès que la nouvelle qu'Amedeo veut vendre sa ferme est connue, elle provoque une réaction unanime. Le malheureux va se faire rouler. Ce n'est pourtant pas cela qui va arriver. C'est pire, hélas. Giulio Massa est l'un des cultivateurs les plus importants de la région. Il a 60 ans lui aussi, mais il n'a rien de commun, ni physiquement, ni moralement, avec le vieux garçon de Villafranca. Il est aussi grand que l'autre est petit, il a autant d'assurance que l'autre est timide, habitué à diriger, il parle naturellement sur un ton de commandement. Giulio Massa a tôt fait d'apprendre les intentions d'Amedeo Bozzi, qu'il connaît de réputation. Il se rend chez l'agent immobilier chargé de la vente et obtient un rendez-vous. En les voyant arriver tous deux, Amedeo s'empresse en trottinant sur ses petites jambes. « Ah ben vous, on peut dire que vous êtes des rapides !» Giulio Massa ne répond pas à ces manifestations oppressées, il considère le domaine d'un œil morne et l'inspecte sans mot dire. Une fois la visite terminée, il lance de sa voix habituellement autoritaire « Je vous en offre 200 millions de lire. » L'agent immobilier s'empresse de faire écho. « C'est un très très bon prix, monsieur Bozzi, vous faites une affaire. » Il faut dire que l'agent immobilier a d'excellentes raisons d'approuver ce chiffre. Au cas où la transaction se ferait à 200 millions, son acheteur lui en a promis 50 de la main à la main. Sinon, plus le prix sera élevé, plus sa commission sera réduite. Amedeo les regarde tous les deux. Il doit lever la tête pour leur adresser la parole, mais à leur surprise, il répond d'une voix ferme. « Ah, je regrette. Mon domaine vaut 500 millions. Je ne le vendrai pas à moins. » L'agent et le client se regardent. 500 millions, c'est effectivement le vrai prix, le prix exact. Malgré sa naïveté, Amedeo s'est tout de même renseigné auprès de ses amis et connaissances sur la valeur de son bien. Giulio Massa, surpris et irrité par cette résistance inattendue, consent à marchander. Il monte son prix jusqu'à 300 millions. L'agent, qui voit sa commission fondre comme neige au soleil, fait une vilaine grimace, mais Amedeo secoue la tête en agitant sa grosse moustache. « Non, 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 500 millions, pas moins, je regrette. » Avec une exclamation de rage, Giulio Massa le laisse là et s'éloigne à grands pas. Mais en passant devant le potager, il s'arrête brusquement. Il se baisse,
détache quelques feuilles d'une plante, les renifle. Mais vous cultivez du chanvre? Amédéo a un sourire. Bah oui, une toute petite culture. J'ai trouvé cette plante dans mon potager, et comme cela donne du chènevis pour mes oiseaux, j'en ai planté d'autres. Mais c'est du chanvre indien, et c'est interdit. Interdit? Mais pourquoi? Parce que c'est une drogue. Vous êtes sûr? Le gros propriétaire change de ton. Sa voix se fait insinuante. Alors vous ne voulez toujours pas me vendre à 300 millions? Machinalement, Amédéo Bozzi répète, non, je regrette. Avec une grimace, Giulio Massa sort une carte de visite de sa poche. Tenez, si vous changez d'avis, contactez-moi à cette adresse. Il vaut mieux vendre moins cher et ne pas avoir d'ennui. Je suis sûr que nous nous sommes compris, monsieur Bozzi. Le client se trompe. Amédéo Bozzi n'a pas compris. Il est trop naïf. Il a trop bon cœur pour saisir les mauvaises intentions chez les autres. Aussi, 15 jours plus tard, il doit arriver 2 carabiniers. Et bien sûr, il ne s'inquiète nullement. Il les connaît bien. Ils ont eu affaire dans la région et ils se seront arrêtés chez lui pour lui dire un petit bonjour. Il les accueille d'un geste de ses petits bras. « Entrez donc prendre quelque chose !» Mais il s'entend répliquer d'un ton glacial, « Jamais pendant le service. » Amédéo Bozzi reste tout bête. Ils poursuivent, « On vient pour le chanvre indien. » Amédéo a une expression de franche admiration. « Ah ben vous alors ! Ah vous êtes fort chez les carabiniers. Mais comment est-ce que vous êtes déjà au courant ?» Sans répondre, les 2 hommes se dirigent tout droit vers son potager. Ils arrachent les 5 plants de chanvre et les mettent dans un sac qu'ils avaient apporté. Amédéo Bozzi comprend enfin qu'il se passe quelque chose de grave, mais il proteste. « Enfin, c'est du chènevis pour mes oiseaux. Comment non? Et les Siciliens, hein? On croyait bien vous connaître, monsieur Bozzi. Mais vous vous êtes bien moqué du monde. » Le malheureux Amédéo balbutie. « Vous n'allez tout de même pas me mettre en prison? On n'en sait rien. C'est le commissaire qui décidera. » Amédéo Bozzi regarde abasourdi les 2 uniformes s'éloigner. Il ne comprend plus rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Sicilien? Il ne comprend qu'une chose. Après une vie d'honnêteté et de travail, au moment où il allait prendre sa retraite, on va l'emmener en prison comme un voleur. Ah non, cela, il ne le supportera pas. Quelques jours plus tard, le commissaire Peruggi de la brigade des stupéfiants de Vérone a sur son bureau un curieux dossier. Le commissaire est pensif. En cette année 1990, le trafic de drogue se généralise partout, même dans les campagnes, et la mafia est plus puissante que jamais. Mais cette affaire ne ressemble pas aux autres. Et d'une certaine manière, elle est plus grave que les autres. Selon le rapport des carabiniers, auquel sont joints les 5 plants de chanvre saisis, Amédéo Bozzi a prétendu que sa culture était destinée aux oiseaux. Ce n'est pas absurde. Le chènevis extrait du chanvre indien est effectivement une graine appréciée des volatiles. D'autre part, il est précisé qu'à 60 ans, voulant prendre sa retraite, Amédéo Bozzi cherche à vendre son domaine. C'est cela qui inquiète le commissaire. Si même les petits retraités se mettent à commercer avec la mafia, c'est la fin de tout. Le signe que la société est gangrénée dans son ensemble. À moins qu'il ne s'agisse de toute autre chose. Une dénonciation calomnieuse, une vengeance, comme il en existe dans les villages. C'est pourquoi le commissaire Peruggi décide de s'occuper en priorité du cas. Et d'abord, d'où vient l'information? À l'administration des contributions indirectes, on lui répond avec une certaine réticence. L'informateur a tenu à garder l'anonymat. Toutefois, en insistant, le commissaire finit par apprendre son identité. Il s'agit d'un gros cultivateur, vous l'avez deviné, Giulio Massa. Renseignement pris, Giulio Massa habite Vérone, mais exploite en fermage un nombre appréciable de domaines dans la région. En fait, plus que cultivateur, il peut être considéré comme un homme d'affaires. Et il a récemment essayé d'acquérir la ferme d'Amédéo Bozzi. Le commissaire Peruggi respire. Non, la société n'est pas encore entièrement pourrie, mais il existe en son sein d'assez vilains personnages. Peu après, le commissaire est chez Massa, un luxueux pavillon entouré d'un jardin parfaitement bien entretenu. Le gros propriétaire s'encadre dans la porte avec sa carrure imposante, son teint rouge, ses yeux plissés, inquisiteurs. Qu'est-ce que vous voulez? Commissaire Peruggi. C'est au sujet d'Amédéo Bozzi. Vous savez la dénonciation que vous avez faite auprès de l'administration des contributions indirectes? Giulio Massa a un mouvement de recul. Il ouvre la bouche pour protester, mais le commissaire ne lui en laisse pas le temps. Vous avez bien connu M. Bozzi quand vous êtes venu acheter sa ferme. Hein? Mais vous n'avez pas fait affaire. Non. Et c'est à cette occasion que vous avez vu les plants de chanvre indien.
Ah oui, alors? J'avais demandé l'anonymat. Non seulement vous ne le respectez pas, mais je ne comprends pas où vous voulez en venir. Le commissaire Peruggi répond sans élever la voix. Oh, à ceci simplement. Vous avez dénoncé la présence de 5 plans de chanvre indien chez Amedeo Bozzi. Vous avez fait votre devoir de citoyen, je vous en félicite. Seulement, vous avez aussi parlé de Siciliens, auxquels il aurait vendu sa drogue. Le gros propriétaire, d'habitude si à l'aise, a l'air horriblement gêné. Oui, peut-être. Enfin, j'ai dit ça parce que c'est bien connu. Qu'est-ce qui est bien connu? Eh bien, les trafiquants ont pour revendeurs et pour clients des gens de la mafia. De sorte que vous avez accusé sans preuve. Julio Massa a cette fois totalement perdu sa suffisance. J'ai voulu servir la justice. Et puis, s'il n'est pas vraiment trafiquant, c'est pas ma faute. L'aveu du commissaire se fait impitoyable. Vous avez voulu vous venger d'un pauvre homme qui avait refusé de vous vendre sa ferme au prix que vous lui proposiez. Vous avez fait une accusation mensongère. Vous aurez à répondre du délit d'outrage à magistrat et de dénonciation calomnieuse. Et il le laisse là pour se rendre à Villafranca. Il va mettre un point final à cette affaire. Il doit sanctionner aussi Amedeo Bozzi, car il a commis un délit en plantant du chanvre indien. La loi est la loi, et nul n'est censé l'ignorer. Mais il n'est pas question, bien sûr, d'emprisonnement. Il va lui infliger une simple amende. Quand il frappe à la ferme Bozzi, un long moment s'écoule avant qu'il n'y ait une réponse. Enfin, Amedeo vient lui ouvrir. Il a un fusil à la main. Le commissaire Peruggi comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une menace contre lui. Le canon de l'arme est placé sous le menton du fermier. « Calmez-vous, monsieur Bozzi, voyons. Qui êtes-vous » ? « Je suis le commissaire Peruggi, de la brigade des stupéfiants, mais il n'a pas le temps d'en dire davantage. Il y a une détonation, et l'instant d'après, le petit homme gît devant le seuil de sa maison, pas loin de son carré de cornichons, où avait poussé un plant de chanvre, qui avait la propriété de donner du chènevis pour les petits oiseaux. L'épilogue de cette histoire, le commissaire Peruggi l'a appris avec amertume, pour ne pas dire avec dégoût. Amedeo Bozzi étant mort sans héritier, son domaine a été vendu aux enchères, et c'est Julio Massa qui l'a obtenu. Il l'a payé 200 millions de lire, exactement le prix qu'il en voulait. Et il n'a même pas eu à verser de commission à l'agent immobilier. Dans les années 50, une jeune fille blonde aux yeux gris vit en Autriche. Elle est romantique, et tout le monde s'accorde à lui trouver un joli talent de peintre, spécialement dans les portraits féminins et les bouquets de fleurs. Elle parvient même à décrocher une bourse d'études, et ses parents, sans enthousiasme, finissent par lui accorder la permission dont elle rêve, aller étudier à Paris, la ville des musées et de toutes les émotions artistiques. Sigrid, puisque tel était son prénom, arrive donc à Paris et s'inscrit à l'école des beaux-arts. Et pour elle, c'est l'instant crucial. Une fois inscrite, Sigrid se retrouve tout à fait perdue. « Bonjour, vous êtes étrangère, n'est-ce pas ?» Sigrid considère le garçon qui vient d'interpeller, un brun, souriant, qui a l'air d'être constamment prêt à faire une bonne blague, toujours à rire avec tous ceux qu'il croise. « Autrichienne, je suis, oui. »« Autrichienne, tu es, c'est drôle. Tu es aux Beaux-Arts, moi aussi. Allez, on se tutoie, ce sera plus simple. Je parie que tu dois avoir plein de problèmes. » Ah, Sigrid, en effet, a des problèmes. Elle ne comprend pas vraiment l'esprit parisien. Elle se perd dans la hiérarchie des beaux-arts. À partir de cette époque, Michel Delafosse, puisque tel est son nom, prend Sigrid par la main. Il lui indique l'hôtel du Nérac, un petit établissement plein d'artistes, de musiciens, de genres du commun. Il lui indique les petits bistrots où l'on dîne correctement sans se ruiner. Quant à lui, personne ne sait exactement de quoi il vit. Architecte, secrétaire, trafiquant de tableaux ultramodernes. « Sigrid, es-tu libre ce soir ? J'aimerais que l'on dîne ensemble dans un nouveau troquet que je viens de découvrir. »« Ouais, d'accord, mais on paie chacun sa part, hein ?» Après le dîner charmant et très gai, Michel propose une séance de cinéma. Art et essai, bien sûr. Le cabinet du docteur Caligari. « Tu m'invites à un dernier verre, le coup de l'étrier, comme on dit ?» Sigrid ne comprend pas bien ce que veut dire le coup de l'étrier, mais elle a apporté d'Autriche une bouteille de Jerusalemer.
c'est un pétillant qu'elle garde dans sa chambre pour une bonne occasion. Quand Michel quitte l'hôtel vers 3 heures du matin, la bouteille est vide, et Sigrid est amoureuse. Ah, décidément, Paris est bien une ville de rêve. « Sigrid, je veux te parler un moment. » La petite brune, qui vient d'interpeller la blonde autrichienne, est elle aussi une locataire de l'hôtel de Nérac. « Oui, qu'est-ce qui se passe ?»« Michel et toi, c'est du sérieux ?»« Je sais pas, je suis amoureuse, je crois. » J'en étais certaine. Le salaud. Tu ne sais donc pas qu'il est marié? D'ailleurs, tu dois connaître sa femme. Elle expose en ce moment chez Vania Toni. Tu as dû voir les affiches? Renate Zerdjaz? Celle qui fait les sculptures cadavériques? C'est la femme de Michel? Oui. Elle a gardé son nom de jeune fille. En fait, elle est rescapée de Bergen-Belsen. Elle a perdu pratiquement toute sa famille. Seule sa tante est revenue. Elle a encore sur le bras le numéro matricule que les nazis lui ont tatoué. Sigrid reste silencieuse, mais la brunette continue. Quand Renate est arrivée à Paris, Michel Delafosse a eu vite fait sa connaissance. Elle était un peu perdue aux Beaux-Arts. Alors au bout de quelques mois, elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. Et il l'a épousée. Mais ce n'était qu'une grossesse nerveuse, et rien n'est arrivé. Alors il voulait divorcer. Mais Renate n'est pas sans charme. Et de toute manière, aujourd'hui, avec ses sculptures concentrationnaires, c'est souvent elle qui fait bouillir la marmite. Bouillir la marmite, oui, enfin c'est elle qui le fait vivre. De toute manière, elle a au moins 8 ou 9 ans de plus que lui. Le lendemain, Michel doit donner des explications à sa petite amie autrichienne. Ben oui, c'est vrai, oui, je suis marié depuis 5 ans à Renate. Quand elle est arrivée à Paris, encore toute maigre et perdue, j'ai eu pitié d'elle. Je reconnais qu'elle a un certain talent, mais ses statuts sont tellement inspirés par les camps de concentration qu'elle me déprime. Je ne veux pas avoir une liaison avec un homme marié, Michel. Mais attends un peu. Il n'y a plus rien entre Renate et moi. Simplement, je lui sers le manager. Je gère sa comptabilité, ses impôts. Je discute avec les directeurs de galeries. J'organise le transport de ses sculptures quand elle participe à des expositions à l'étranger, mais c'est tout. Bientôt, je demanderai le divorce. Nous resterons peut-être bons amis, mais si tu as un peu de patience, c'est toi, Sigrid, qui sera Madame Michel Delafosse. Sigrid soupire. Michel poursuit. Ah, à propos d'exposition, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai montré tes eaux-fortes chez Berneuil, il est emballé. Il te propose de participer à sa prochaine expo collective. Espoir de la jeune gravure. Alors bien sûr, cette bonne nouvelle est l'occasion d'un dîner entre copains, et Michel sort du restaurant complètement ivre. Le mélange whisky, Bordeaux, champagne et alcool de poire est difficile. Et alors, quand on rentre ivre, on commet certaines imprudences. Renate, l'épouse légitime, découvre un jour, à demi sortie d'une poche de manteau, une lettre dans laquelle Sigrid se plaint de ne pas avoir revu Michel depuis toute une semaine. La lettre est adressée aux bons soins du massier de l'atelier des Beaux-Arts, où, épisodiquement, Michel apparaît. Personne ne saurait dire d'ailleurs à quel titre. La lettre est explicite, du début jusqu'à la fin. Mon amour chéri. Pourquoi m'abandonnes-tu toute une semaine? Tu dis que je suis ta véritable épouse, etc., etc. Et le lendemain matin, Michel, le bourreau des cœurs, subit une nouvelle scène. Mais Renate en a trop vu pour élever la voix. Elle est triste, avec dignité. Alors, ta nouvelle conquête, c'est cette Sigrid Weinbach? Tu vas me faire le plaisir de décrocher du mur l'eau forte qu'elle t'a si gentiment dédicacée à Michel Delafosse, sans qui je ne serais pas la même. Hein, quand on connaît vos relations, ça ne manque pas de sel, mais de là à me l'accrocher sous le nez, hein? Alors, excuse-moi. De toute manière, je n'aime pas du tout son style. C'est de la gravure de femelle. Michel se tait. Que dire? Nier serait inutile. De toute manière, il a 1000 choses à faire pour Renate, il doit aller chercher la terre glaise toute fraîche dont elle a besoin, il faut qu'il passe chez le bronzier pour voir où en sont les dernières statues cadavériques, et faire un saut chez Sigrid. Michel, je comprends que tu ne puisses pas divorcer instantanément. De toute manière, le fait que tu sois marié ne me pose pas de problème, puisque tu me dis que votre mariage est devenu une amitié intellectuelle et sans aucune relation sexuelle. Mais je te le jure! D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Renate a trouvé une de tes lettres dans ma poche et elle a pris la chose avec philosophie. Elle aurait pu venir te voir à la galerie et faire un scandale. Tu sais, à son âge, et revenant des camps, elle a une autre vision de l'existence. Ce bel équilibre est rompu le jour où Renate reçoit un télégramme de Prague. Elsie, la tante rescapée des camps de la mort, se sent de plus en plus mal. Elle veut revoir Renate avant de disparaître. « Michel, veux-tu m'accompagner à Prague ? » « Mais comment irons-nous là-bas? En voiture? Vania peut me prêter sa panhard. Tu crois qu'on pourrait y aller à 3? À qui penses-tu? À Sigrid? Ah, ben tu manques pas de culot. Mais elle ne connaît pas Prague. C'est l'occasion de lui faire découvrir. Bon. Si c'est la condition pour que tu m'accompagnes, j'accepte. Mais attention, à l'hôtel,
Tu n'oublies pas que c'est moi ton épouse légitime. Tu dormiras dans mon lit. » Quand Michel Delafosse annonce à Sigrid ce projet de voyage à trois, celle-ci réfléchit un moment en silence. On dirait qu'un sourire apparaît presque au fond de ses yeux gris. Mais le voyage va réserver des surprises. À la première occasion de se trouver en tête-à-tête avec Sigrid, Renate aborde la question cruciale. « Mon petit, je comprends que vous soyez sensible au charme de Michel, je suis passé par là. Ah, son air de chien fou, sa manière de tourner la tête quand on le prend la main dans le sac, sa façon de promettre, de jurer que c'est la dernière fois, plus d'une s'y laissait prendre. Non, Sigrid, vous êtes jeune, inexpérimentée, cette liaison ne vous mènera à rien, car je n'ai pas l'intention de divorcer et Michel n'en a pas les moyens. Puis de toute manière, je vais vous faire une confidence qui va vous étonner. Chez Michel, la seule chose qui m'intéresse, c'est sa braguette. Comprenez-le comme vous voudrez. » Sigrid, en entendant ces mots, se fige. Ses yeux gris prennent une couleur foncée, comme un morceau de haine. À partir de cette étape cruciale, le voyage à trois devient moins plaisant. Sigrid essaye de coincer Michel dans tous les coins des musées, derrière tous les piliers d'église. « Fais-moi un enfant. Si j'ai un enfant de toi, tout rentrera dans l'ordre. » Michel, qui dort avec sa femme toutes les nuits, n'a aucune envie de compliquer la situation. Cette petite Sigrid, qui lui plaisait tant quand il l'a découverte, perdue dans le Grand Paris, devient un peu trop encombrante et exigeante. Tu devrais profiter de notre séjour à Prague pour aller jusqu'en Autriche, pour saluer tes parents et leur dire que ta carrière prend forme à Paris. Ça serait gentil, non? Je n'irai saluer mes parents qu'à une seule condition, que je puisse leur annoncer que j'attends un enfant de toi. Mais de toute manière, ce n'est pas possible. Nous allons rentrer bientôt à Paris. Jamais tu n'aurais le temps de savoir que tu attends un enfant de moi. J'ai trop de problèmes professionnels en ce moment, je ne pourrais pas supporter l'idée de procréer. Attends un peu mon divorce. Pourtant, Sigrid est bien décidée à obtenir ce qu'elle veut. Quand le trio arrive enfin chez la tante, les recoins discrets ne manquent pas, et la tante Cassia, malgré son mauvais état de santé, peut constater de ses propres yeux que Michel est infidèle à Renate. La situation est d'autant plus compliquée que Renate, malgré ses 39 ans, a elle aussi des prétentions à la maternité. Et c'est ainsi que Michel, à son corps défendant, apprend un beau soir qu'il va être bientôt père. C'est Renate qui est enceinte. Il se garde d'annoncer la nouvelle à Sigrid, mais le Saint-Germain des artistes est un village, et une bonne âme se charge de lui révéler la vérité. Michel, au pied du mur, trouve cependant les arguments qui vont calmer Sigrid. Bon, d'accord, Renate est enceinte, je sais, mais il faut dire qu'à son âge, c'est inespéré. À présent qu'elle a ce qu'elle veut, je crois qu'elle va nous laisser un peu tranquilles. Ah, je comprends ce qu'elle a voulu dire. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle m'a dit que chez toi, la seule chose qui l'intéressait, c'était ta braguette. Ça m'a étonné. Ce n'est pas son style. Bah oui, ce qu'elle voulait, c'est un enfant de moi. Je me demande bien pourquoi elle veut avoir un rejeton. Il risque de me ressembler. Et sur le plan physique, passe encore, mais si le fils a le caractère du père, il me fait certainement pas une affaire. Moi, je veux le père tel qu'il est. Tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. J'avoue que la situation est un peu compliquée, mais tu es celle que je préfère. Enfin, comment peux-tu en douter? Écoute, pour que j'en sois certaine, ce n'est pas difficile. Je viens de louer un petit appartement de 3 pièces rue du Dragon. Viens vivre avec moi. Michel hésite. Il prétexte qu'il faut qu'il s'occupe doublement de Renate, dont la grossesse est à présent bien avancée. Un jour, il annonce « Ça y est, j'ai un fils !» Ah, une page est tournée. Et comment va-t-il s'appeler? J'espère qu'il te ressemble. Pour l'instant, il a encore l'air d'un petit singe, mais il a déjà mes cheveux. Renate a décidé de l'appeler Othello. Quelle drôle d'idée. Quand viens-tu t'installer chez moi? Bientôt, je te ferai des surprises. De toute manière, j'ai les clés. Si ça se trouve, tu m'auras dans ton lit un beau matin, et ce sera pour de bon. Effectivement, Michel, une fois de plus, ivre-mort, débarque une nuit chez Sigrid. Il s'écroule sur le lit sans même se déshabiller complètement. Mais elle ne lui fait aucun reproche. Ça entre dans ses plans. Elle se lève, fouille dans les poches de son amant. Le trousseau de clés est là. Les clés de chez Sigrid et les clés de chez Renate. Sigrid saisit un petit sac de voyage et y glisse un petit marteau, ainsi qu'une torche électrique. Puis, elle quitte silencieusement son appartement. « Taxi 73 au des Petits Champs. » C'est l'appartement de Michel, Renate et Othello. Une fois sur place, Sigrid, au cœur de la nuit, a tôt fait d'entrer dans l'appartement de la nouvelle maman. La serrure est bien huilée, ni la porte ni le plancher ne grincent. C'est en recevant le faisceau de la lampe électrique en plein visage que Renate se réveille en sursaut. « C'est toi, Michel ?» A-t-elle le temps de réaliser son erreur?
Nul ne pourra jamais le dire. L'autopsie, dès le lendemain, constate qu'elle a eu le crâne défoncé de plusieurs coups d'un petit marteau très pointu. C'est Michel, en rentrant au domicile conjugal le lendemain, qui constate la tragédie. Il comprend tout de suite qui en est l'auteur. Ce matin-là, en lui servant son petit déjeuner, Sigrid avait un drôle de sourire. Elle se retrouve pour 15 ans en prison. Les jurés ne lui ont pas pardonné d'avoir étouffé le petit Othello,